Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie, la radio sur Internet qui donne la parole aux académiciens. Dans cette émission, les pages que nous allons feuilleter ensemble, le livre et le personnage que nous allons découvrir, nous les devons à Jean Delumeau, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mais surtout l'un des meilleurs spécialistes de l'historiographie religieuse, un historien dont les travaux ont ouvert la voie de nouvelles études des mentalités, particulièrement pour les siècles qui s'étendent de la fin du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle, après le XVIIe siècle, l'époque moderne. Monsieur Delumeau, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue dans le studio de Canal Académie. Et merci de m'accueillir. Je ne peux pas citer, vous me pardonnerez, la liste entière de vos ouvrages parce qu'elle dépasse la trentaine. Je vais tout de même rappeler quelques titres importants. La civilisation de la Renaissance, le catholicisme entre Luther et Voltaire, Rome au XVIe siècle, la peur en Occident, le péché et la peur, une histoire du paradis, le christianisme va-t-il mourir? Beaucoup d'ouvrages qui ont assuré à juste titre votre renommée. Et vous venez de publier, en ce printemps 2008, une biographie consacrée à Campanella, c'est-à-dire un personnage hors du commun dont nous allons parler. Et cet ouvrage s'intitule « Le mystère Campanella », publié aux éditions Fayard. Le premier mystère, monsieur Delumeau, comment peut-on naître en 1568, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle, dans le fin fond de la Calabre, qui est la botte italienne, d'un père analphabète et devenir l'un des philosophes les plus renommés, ne veux pas dire internationalement, mais c'est au moins, on peut le dire. Voilà, alors disons-le, c'est le premier mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le premier mystère, c'est que à l'époque, on pouvait justement gravir, si j'ose dire, les échelons de la culture en passant par la filière d'église, et notamment ici par l'ordre des Dominicains, dans lequel il est entré à 14 ans. Et je rappelle d'ailleurs, pour faire comprendre cette situation, qu'un de ses contemporains, le pape Sixte Quint, qui était d'une famille très modeste de la Marche d'Ancône, est entré dans l'ordre franciscain et il est devenu pape. Voyez-vous. Donc, c'était une situation qui était relativement normale au Moyen-Âge et encore au XVIe siècle. Mais tout de même, Campanella était un surdoué, disons le mot. Absolument. Il semble avoir eu une mémoire prodigieuse, une mémoire d'éléphant, et en rédigeant ce livre et en étudiant sa vie, je pensais quelquefois à Solzhenitsyn. Solzhenitsyn qui a écrit au Goulag, comme Campanella en prison, plusieurs de ses ouvrages, et parce qu'il avait, étant par ailleurs sans document, parce qu'il avait une mémoire prodigieuse. Donc il lit tout ce qu'il peut trouver dans les bibliothèques de l'époque? Tant qu'il n'est pas encore en prison. Voilà. Combien d'années en prison alors? Une trentaine. On va en reparler. Jean Delumeau, en tant qu'historien, l'accès à ce personnage est-il aisé? Est-ce que vous avez eu accès à des manuscrits, à des publications? Comment avez-vous travaillé? Alors, les deux à la fois. C'est-à-dire que ces œuvres la plupart maintenant sont connues, mais un certain nombre sont perdues, il faut le dire. Mais celles qui sont conservées le sont soit sous forme de manuscrits, par exemple, dans des bibliothèques d'Italie et de France, soit sous forme de livres imprimés. Et en particulier, la bibliothèque Mazarine, ici à l'Institut, a un nombre non négligeable d'ouvrages imprimés par Campanella quand il était à la fin de sa vie à Paris. Mais donc, on peut trouver l'essentiel de ces livres dans les grandes bibliothèques de France et du monde. Et en particulier, je citais la Mazarine, j'ajouterai aussi la BNF, bien entendu, la Bibliothèque nationale de France, et la Bibliothèque dominicaine du Saulchoir. Alors, Jean Delumeau, est-ce que tout cela a exigé que vous parliez évidemment le latin, je suppose, l'italien peut-être? Ah, l'italien sûrement, le latin, le parler non, le lire oui. Bien sûr, voilà. Parce que il faut dire que l'œuvre de Campanella se partage entre le latin et l'italien. Et dans les deux cas, il écrivait un mauvais latin et par rapport au parler de Florence, un mauvais italien. Alors, ce n'était pas un humaniste. C'est pas encore plus facile, alors effectivement. Et j'ai été frappée en lisant votre livre de voir que plusieurs des travaux et même des livres de Campanella sont tout récents, c'est-à-dire datent de la fin du XXe siècle. C'est-à-dire que ils ont été édités effectivement voilà. Au XXe siècle, et même souvent dans la seconde partie du XXe siècle. C'est ainsi que
Campanella a écrit une théologie en 30 volumes qui a été seulement éditée dans la seconde partie du XXe siècle. Et ceux qui ont relancé en quelque sorte sur le devant de la scène Campanella à la fin du XIXe siècle n'avaient pas connaissance de ce qui était contenu dans la théologie de Campanella, ce qui change entre parenthèses la perspective. Bien sûr. Alors c'est un énorme écrivain aussi, il a beaucoup publié. Énorme. Il a beaucoup publié, il a beaucoup écrit. Écrit, oui, il a beaucoup écrit. Il faut dire qu'il s'est beaucoup répété. Il s'est beaucoup répété d'un livre à l'autre, mais il a effectivement beaucoup écrit. Il a aussi beaucoup passé d'années en prison. Alors justement, pourquoi a-t-il fait de la prison? On se doute que c'est parce que sa pensée théologique ne devait pas être très correcte aux yeux de l'Église. Pas seulement. Il y a une double raison. Alors effectivement, au début de sa carrière, il a été suspecté d'être, disons, plutôt un déiste qu'un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui croyait à la religion naturelle, qui ne croyait peut-être pas forcément beaucoup à l'originalité du christianisme. Puis il semble, étant effectivement en prison, à Naples, on va en reparler, qu'il y ait eu chez lui une sorte de conversion. Voyez-vous? Et ça, je crois que c'est vrai. Encore qu'on en ait douté, mais je crois que c'est vrai. Mais d'autre part, il a dû la plus grande partie de son temps de prison au fait qu'il a participé, ou plutôt, il a inspiré une conjuration en Calabre contre le vice-roi de Naples, conjuration qui a échoué lamentablement d'ailleurs. Il a été arrêté, torturé, etc. Et il a été jugé par un tribunal d'inquisition à la fois sur le fait de la conjuration et sur ses opinions religieuses. Alors, c'était le même tribunal pour les deux? C'était un tribunal qui se divisait en deux sections différentes. Ah, voilà. Il aurait sans doute été condamné à mort s'il n'avait pas simulé la folie. Mais à l'époque, l'Inquisition ne condamnait pas à mort les fous. Par conséquent, il savait qu'en simulant la folie, il échappait à la condamnation à mort. Le problème, c'était d'arriver, si vous me permettez l'expression, de tenir le coup dans une torture qui a duré exactement 36 heures. Et il a réussi à ne pas se démentir lui-même, moyennant quoi le tribunal l'a condamné à la prison à vie. Oui, la torture, il a connu une torture très particulière, très dure. Qui s'appelle en italien la veglia, c'est-à-dire la veille. Ça, on a connu ça à notre époque, d'empêcher quelqu'un de dormir pendant, en l'occurrence, 36 heures. Mais en plus, il était assis, si j'ose dire, dans une position tellement inconfortable que le seul fait de sa position assise dans une situation très inconfortable, à soi seul était un tourment. De sorte que il a eu toutes les peines du monde à supporter cette torture, mais je dirais de guerre lasse, les juges ont pensé qu'il était fou, et donc ils ne l'ont pas condamné à mort. Alors ça ne doit pas être si facile de simuler une folie, non, en effet. Parce qu'il a dû, en fait, la simuler ensuite pendant plusieurs années. Oui. Après, il y a renoncé parce que finalement, l'Inquisition, compte tenu qu'il était condamné à vie, se disait, il est à l'abri, il va plus nous gêner, etc. Mais ce qui a changé les choses, c'est que au bout de 26 années de prison à Naples, parce qu'il avait déjà fait un peu de prison avant ailleurs, au bout de 26 ans de prison à Naples, le vice-roi a pensé qui lui était chargé de la garde dans ces prisons de Campanella, a pensé qu'il n'était plus dangereux de la laisser partir. Et donc, il est allé à Rome, où là, il a été repris par l'Inquisition, mais on va peut-être en reparler tout à l'heure, coup de théâtre, il devient l'astrologue confidentiel du pape. Mais alors, dans ces prisons, dans ces années de prison, il demande inlassablement deux choses. D'une part, d'être libéré, ce que l'on comprend, et d'autre part, que ses écrits soient publiés. Oui. Alors, il demande à être libéré, il demande à être publié, à être libéré, et alors, en arguant de quelque chose qui a été un peu inattendu, il s'est présenté en champion du catholicisme. C'est pour ça que je parlais un petit peu de conversion tout à l'heure. Quelle est la profondeur de sa conversion au catholicisme? On en discutera toujours. En tout cas, disons que depuis 1603, il était en prison déjà depuis 3 ans à Naples. En 1603, véritablement, on a l'impression qu'il a changé et qu'il veut être en quelque sorte le prophète d'une cité chrétienne sur terre. On en reparlera sans doute tout à l'heure à propos de la cité du soleil. Il veut être le prophète d'une cité chrétienne sur terre. Alors il écrit inlassablement aux différents papes de l'époque, aux cardinaux influents, aux rois d'Espagne, au pluriel successifs, aux archiducs autrichiens, pour se présenter comme le champion du catholicisme qui va ramener à la fois les hérétiques et les païens dans l'Église catholique. Alors à ce moment-là, je dois dire que
il y a un certain nombre de gens, même à Rome, qui l'ont pris au sérieux et qui ont pensé que peut-être il pouvait être ce champion. Mais alors, paradoxalement, parce que c'est un personnage où il y a des paradoxes à tous les coins de sa vie, absolument, si on peut et dire. aussi, il faut le dire, des contradictions. Voilà, des contradictions et des paradoxes. Dire. Son œuvre, finalement, il n'arrête pas d'écrire, et son œuvre, ce sont des protestants qui vont la faire connaître. Alors justement, racontez-nous voilà un Comment des paradoxes et des contradictions de la vie de Campanella. Campanella est donc à l'époque en prison à Naples. Il s'est déjà fait connaître comme nouveau champion du christianisme et du catholicisme, et des Allemands protestants convertis au catholicisme viennent à Naples pour le voir, ou en tout cas pour avoir ses œuvres, parce qu'ils pensent que ses travaux pourront servir à convertir les luthériens d'Allemagne. Et puis, celui qui était, celui qui menait un petit peu cette action, emmène des œuvres de Campanella en Allemagne, mais se garde bien de les publier. En revanche, il les utilise sous son propre nom. Donc, ça, de ce point de vue, premier échec. Mais vient après un jeune luthérien, un jeune noble luthérien, saxon, avec son précepteur, un humaniste également luthérien, très cultivé, qui est en voyage à Naples et qui viennent un petit peu pour rencontrer Campanella. Ils ne peuvent pas le rencontrer, ça leur est interdit, mais ils vont correspondre, et cet humaniste s'appelle, Adami, Tobia Adami. Tobia Adami va correspondre de Naples à Naples avec Campanella en prison, et Campanella va le charger de publier ce qu'il a déjà écrit en Allemagne. Et alors, ceci est un mystère, mais on le devine, il fait passer ses livres par des complicités, ses manuscrits, il les fait passer à Adami. Et Adami, luthérien, admirateur de la philosophie de Campanella, ne va pas se convertir au catholicisme, mais conservera son amitié à Campanella et publiera les livres dont il avait la possibilité, qu'il avait entre les mains, il les publiera en Allemagne. Donc, il y a ce paradoxe que vous avez souligné tout à l'heure et cette contradiction que ce philosophe anti-protestant sera publié principalement par des luthériens en Allemagne. Et il devra sa notoriété à l'époque à des luthériens allemands. Alors, autre paradoxe et autre mystère de Campanella, c'est il est condamné par l'Inquisition, donc par l'Église, mais en même temps, le pape le prend comme astrologue personnel. Voilà. Oui. C'est incroyable. Alors là, il s'agit d'une scène de roman et même d'une scène de film. Je suis persuadé qu'on pourrait faire un film avec le Campanella tel que je présente, sans rien ajouter au film. Campanella, quand il était encore en prison à Naples et qu'il pouvait recevoir du monde, au moins à la fin de sa prison à Naples, s'était fait connaître comme astrologue. Et à l'époque, vous savez, les astrologues étaient très prisés. J'ajoute par parenthèse qu'au début de sa carrière, Galilée a fait des horoscopes. Donc, il avait acquis une réputation, je dirais, internationale d'astrologue. Alors, il est libéré, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il est libéré des prisons de Naples et il est pris en charge par l'Inquisition qui le met en prison, mais avec déférence, dans les prisons du Saint-Office à Rome. Et là, à Rome, il apprend que le pape de l'époque, Urbain VIII, qui était un humaniste, un ami des arts, mais aussi celui qui malheureusement a condamné Galilée, il apprend que le pape de l'époque, Urbain VIII, est extrêmement inquiet à cause de son horoscope. Croyait qu'il allait mourir ? Oui. Il était menacé d'une mort prochaine. Et par conséquent, Campanella a appris cela en venant à Rome et il a écrit un petit traité, comment se protéger des influences néfastes des étoiles. C'était évidemment à destination du pape. Et le pape, si j'ose dire, a mordu à l'hameçon. C'est-à-dire qu'il a dit, mais ça c'est pour moi. Et il a fait venir Campanella au palais. Alors, représentez-vous la scène. Campanella est encore dans les prisons de l'Inquisition, bien traité, il est vrai, mais encore prisonnier. Le pape le fait venir secrètement à son palais, qui n'est pas le Vatican, qui est le Quirinal à l'époque, et ils ont ensemble des scènes organisées par Campanella, avec toutes sortes d'incantations, de mise en scène, pour éloigner l'influence néfaste des étoiles sur Urbain VIII. Mais malheureusement, tout se sait à Rome, hier et aujourd'hui, et le pape n'a pas pu maintenir son appui à Campanella et il a facilité son départ vers la France. On regrette qu'il n'y ait pas eu de caméra tout de même à cette époque pour filmer de telles scènes. On pourrait le faire.
Maintenant que nous avons un peu abordé ce personnage, est-ce qu'on pourrait aborder l'essentiel de ses idées? Il est anti-aristotélicien, pourtant il est favorable à saint Thomas d'Aquin, mais il ne peut pas l'être contre non plus. Ça fait là aussi partie des contradictions dont nous avons parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Car effectivement, Campanella a été gêné par le fait que saint Thomas d'Aquin est celui qui a christianisé, si j'ose dire, Aristote au XIIIe siècle. Alors, l'argumentation constante, il faut dire, de Campanella à ce sujet, c'est que Thomas d'Aquin ne pouvait pas faire autrement. Car il n'aurait pas été entendu à son époque si il n'avait pas en quelque sorte acclimaté Aristote à l'intérieur du christianisme. S'il n'avait pas adapté Aristote au christianisme, ce qu'il a fait. Mais, ajoute Campanella, en prenant toujours parfois ses distances avec Aristote. Autrement dit, il y a des points sur lesquels il faut quand même privilégier la Bible par rapport à Aristote. Mais l'argumentation majeure de Campanella, c'est que saint Thomas d'Aquin ne pouvait pas faire autrement, compte tenu du contexte culturel de l'époque, s'il voulait se faire écouter de ses contemporains. Jean Delumeau, sans doute l'œuvre la plus connue de Campanella, ça s'intitule La Cité du Soleil, et généralement on la classe parmi les utopies. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, c'est une œuvre, c'est un petit livret, la Cité du Soleil, qu'il a écrite, livret qu'il a écrit en prison, édité en Allemagne, en annexe, par Thomas Adami, dont nous parlions tout à l'heure, qui a été édité en annexe d'un gros livre qui s'appelle La Philosophia Realis. Et il s'agit de la description d'une île imaginaire, enfin, qui serait Sri Lanka actuelle, si vous voulez, d'une île imaginaire, au centre de laquelle se trouve une ville où tout va bien. Une ville idéale, alors centrée sur un temple du soleil, parce que les solariens ont entendu parler du christianisme au loin, mais eux-mêmes ont simplement une religion naturelle centrée sur le soleil. Et le temple du soleil forme le centre de cette ville, qui est ensuite entourée de murailles circulaires qui servent et d'habitation et de fortification, et qui se trouvent également être une pédagogie illustrée. C'est-à-dire que les murs sont peints de figurations des différentes sciences techniques et aussi des grands hommes de l'histoire humaine, voyez-vous. Bon, alors dans cette cité du soleil, il n'y a pas d'exploitation de l'homme par l'homme. Tout le monde travaille, aussi bien aux travaux manuels qu'aux travaux intellectuels. Les filles vont à l'école comme les garçons. Et alors, ce qui a beaucoup étonné à l'époque, c'est que il y a, si j'ose dire, la procréation uniquement dans un esprit eugénique et procréation assistée par les étoiles. Autrement dit, c'est la polygamie complète, hein, mais sans aucun érotisme. Mais ce sont des matrones et des astrologues qui organisent les rencontres, n'est-ce pas, de façon à ce que on ait les meilleurs individus. Alors, il est bien précisé que les femmes doivent être grosses doivent être avec les hommes maigres, les petits, etc. Bon, vous voyez le schéma, hein. Et après, alors, comme il était absolument hostile à la propriété privée, puisque tout est commun, alors, les enfants aussi doivent être communs parce que, dit-il noir sur blanc, ce qui est à la base de tous les conflits de propriété, c'est la propriété des enfants. Si vous supprimez la propriété des enfants, vous supprimez tout le mal, en quelque sorte, de la propriété. Alors donc on ne peut pas appeler ça une utopie, mais en même temps, ce sont des idées très novatrices, même un peu scandaleuses sans doute pour l'époque, encore scandaleuses d'ailleurs pour notre époque, pour d'autres raisons. Oui. Mais vous pensez qu'il croyait que ça allait arriver, que c'est une prophétie? Alors justement. C'est comme ça qu'il faut voir la Cité du Soleil. Donc, Campanella est un astrologue qui, en étudiant les étoiles, la chute, croyait-il, du Soleil vers la Terre, prédit que bientôt vont arriver des cataclysmes qui vont être suivis des 1000 ans de bonheur prédit au chapitre 20 de l'Apocalypse. Et croyance d'ailleurs qui était partagée dans l'Antiquité, par exemple, par quelqu'un comme saint Irénée ou par Lactance. Donc il prédit que après cette séquence de catastrophes, il va y avoir une cité du soleil qui va être une terre du bonheur et que elle va s'étendre d'abord à la chrétienté puis à la terre entière. Donc ce que en réalité
Campanella annonce par la Cité du Soleil, c'est ce qui va advenir. Ce qui n'était pas du tout le but de Thomas More quand il a écrit la première utopie, et qui s'appelle l'utopie précisément en 1516. Alors, il est bien certain que formellement, Campanella, il le dit, s'est inspiré de l'utopie de Thomas More, et aussi d'ailleurs de la cité platonicienne, mais en même temps, il prédisait, comme prophète, il prédisait que cette cité allait bel et bien advenir. Quelles sont les idées politiques de Campanella? C'est-à-dire, il veut quoi? Une démocratie? Non, une théocratie. Une théocratie, car un de ses livres les plus importants, publié à l'époque et en Allemagne luthérienne, La monarchie d'Espagne, prédit que c'est le roi d'Espagne qui va être l'épée grâce à laquelle va se faire la réunion d'abord de la chrétienté puis de toute l'humanité. Et le roi d'Espagne sera toutefois non pas le maître absolu, mais le lieutenant du pape. Donc on n'a jamais eu, peut-être dans l'histoire chrétienne, on n'a jamais eu une théocratie aussi nettement formulée que celle de Campanella. Et ça, c'est une idée qu'il a eue toute sa vie, y compris à la fin de sa vie, quand il a fait l'horoscope de Louis XIV. Alors justement, parlons de cette fin de vie, parce qu'on n'a pas encore eu le temps. Voilà. Après avoir vécu en prison à Rome, il vient à Paris. Il vient à Paris. Alors, les libertins, compte tenu de la défense qu'il avait faite de Galilée, notamment, de ses prisons dans l'Inquisition, les libertins de Paris l'ont pris d'abord pour un des leurs. Puis après, ils ont hésité. Et en réalité, lui a toujours voulu être un astrologue qui prédisait un avenir proche. Et à la fin de sa vie, l'année qui a précédé sa mort, naît le petit Louis XIV, l'enfant du miracle, parce qu'il avait mis longtemps à venir, et Richelieu et Anne d'Autriche lui ont demandé, vous voyez sa réputation d'astrologue, lui ont demandé de dresser l'horoscope du petit Louis XIV, ce qu'il a fait, qui n'était pas si mauvais, entre parenthèses. Et puis après, alors, il l'a un peu transformé dans une églogue en 250 vers, églogue latine, qui est inspirée de la 4e églogue de Virgile. Et il annonce que l'enfant du miracle va devenir le roi de la Cité du Soleil étendu à l'humanité entière. Parce que, entre parenthèses, en cours de route, il avait changé le roi d'Espagne par le roi de France. Voilà, oui, ça l'arrangeait un peu. Ben, il était accueilli en France, n'est-ce pas? Bon, voilà. Mais, voilà donc, en quoi le dernier acte de Campanella, cet horoscope du petit Louis XIV et cette églogue sont en cohérence avec la Cité du Soleil qu'il avait écrite au début de sa carrière. Si vous me permettez, Jean Delumeau, je voudrais lire un petit passage de votre livre, page 261, qui est la reproduction d'un document anonyme du temps, donc de l'époque de Louis XIV, et qui relate que Campanella fit dépouiller le dauphin tout nu et, l'ayant bien considéré de tous côtés, le fit rhabiller, ensuite de quoi il se retira chez lui pour y faire ses observations. Alors, il avait prédit: cet enfant sera luxurieux comme Henri IV, il sera très orgueilleux, il régnera longtemps et rudement, mais avec bonheur, sa fin sera misérable, et il y aura alors une grande confusion dans la religion et dans l'État. Et vous ajoutez une prédiction qui tomba assez juste. Ah oui, finalement. Sauf la fin, mais le reste, effectivement, est tombé assez juste. Jean Delumeau, quel fut le rôle de Richelieu? Parce que Richelieu, c'est un personnage que nous aimons beaucoup évoquer ici, à l'Institut de France. Évidemment. Alors, Richelieu était, comme la plupart de ses contemporains, très féru de sciences occultes. Et ça, c'est ce que généralement on nous dit pas beaucoup au sujet de Richelieu. Et nous savons par une découverte récente qui n'est pas faite, mais d'une collègue italienne, nous savons que Richelieu avait demandé à Campanella un petit traité sur la lecture des lignes de la main. Et ce petit traité a été retrouvé ces dernières années, c'est tout récent, et il est adressé à Richelieu, et Campanella dit formellement à l'ouverture de ce petit traité: ce traité que tu m'as demandé.
C'est en latin, n'est-ce pas? Donc, c'est une commande. C'est une commande. Et donc, Richelieu a commandé bel et bien à Campanella un traité sur la lecture des lignes de la main. C'est encore un de ces mystères et paradoxes que l'on découvre dans votre livre, Jean Delumeau. Revenons un petit peu aux idées de Campanella, parce qu'on a évoqué ces idées justement métaphysiques, utopiques, philosophiques. Vous le tenez vraiment, si je crois la thèse de votre livre, pour le grand millénariste. Est-ce que c'est le dernier grand millénariste? Ce n'est pas le dernier, mais c'est un des grands derniers. C'est-à-dire que nous nous faisons souvent une idée assez fausse du millénarisme. Le millénarisme, c'est l'annonce, et là, fondée essentiellement sur le chapitre 20 de l'Apocalypse, qu'après une période très difficile de troubles dans le ciel, etc., s'instaurera sur terre un royaume du Christ, que le Christ reviendra sur terre et y régnera pendant 1000 ans avec les justes ressuscités. Après quoi, de nouveaux troubles, et ce sera la fin du monde. Donc voilà ce qu'est le millénarisme. Eh bien, on peut dire que Campanella a adhéré, et il a adhéré à cette vue, à cette lecture du chapitre 20 de l'Apocalypse, et il en a vécu toute sa vie. Et ce rêve millénariste se trouve aussi bien dans la conjuration de Calabre que dans l'églogue à la fin de sa vie en honneur du petit Louis XIV. En ce sens, justement, il n'a jamais changé d'idée. Non. Et par contre, il a changé de point de vue, voilà. Évidemment. Mais sur ce point, il n'a absolument pas changé. C'est pour ça que j'ai parlé d'un prophète. Il se qualifiait lui-même de prophète millénariste. Est-ce que l'on peut dire que sa grande revendication, au fond, c'est la liberté de penser? Est-ce que, dans ce point de vue, on peut le considérer comme un libre penseur? C'est ce qu'ont cru les libertins. C'est de Paris notamment. C'est je pense, que croyait aussi Marguerite Yourcenar lorsqu'elle a songé un moment à écrire une vie romancée de Campanella. Mais non, Campanella n'a pas été un partisan de la liberté de conscience. Il a toujours regretté, par exemple, il a écrit que Charles Quint n'ait pas fait tuer Luther. En revanche, il a revendiqué la liberté de la recherche, notamment lorsqu'il a défendu Galilée. Car il a écrit une apologie de Galilée, oui. Et cette apologie ne consiste pas à dire Galilée a raison, mais à dire les théories qu'avance Galilée ne gênent en rien l'écriture, ne contredisent en rien l'écriture, si on la lit correctement. Jean Delumeau, comment expliquez-vous justement qu'il a été en contact avec Galilée et pourtant dans l'histoire il reste beaucoup moins connu que Galilée? Parce que on peut dire que avec Galilée et déjà Copernic commence la science moderne. Et la science moderne consiste à vouloir quantifier les faits ordinaires par des observations mesurables. Or, Campanella n'était pas mathématicien, d'une part. D'autre part, ce n'est pas non plus un observateur, comment d'ailleurs aurait-il pu l'être en prison. Mais de toute façon, il était surtout attiré par l'extraordinaire, et non pas par la vie quotidienne, par les lois ordinaires de la nature. Et c'est en ce sens qu'il est passé, peut-on dire, à côté de la science en train de naître. Il reste un homme de la pensée du Moyen-Âge? Pas uniquement. Pas vraiment. Je dirais qu'il est bifront. C'est un peu un Janus bifront. Oui. C'est un peu un Janus bifront, c'est-à-dire qu'il y a des aspects résolument modernes. Un de ses héros était Christophe Colomb. N'est-ce pas? Et de même, il comparait d'ailleurs Christophe Colomb et Galilée parce qu'ils ont l'un et l'autre découvert l'un l'immensité de la Terre, l'autre les mystères du ciel, mais en même temps, il n'a pas adhéré vraiment, par exemple, à la conception du monde de Copernic, voyez-vous. Il n'a pas cru, il n'a jamais adhéré formellement à l'idée que la Terre tournait autour du Soleil. Ça, il a toujours tourné autour, mais il l'a jamais affirmé catégoriquement. Jean Delumeau, vous faisiez tout à l'heure allusion à Marguerite Yourcenar. Est-ce qu'elle-même vous avait raconté sa fascination pour Campanella? Voilà, il se trouve que en 1968, mais au début de l'année, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Paris parce qu'elle venait de sortir l'œuvre au noir et moi, ma civilisation de la Renaissance. Et les détails m'échappent, mais les éditeurs avaient aménagé une rencontre entre nous et je suis allé la voir à son hôtel rue de Rivoli et nous avons eu, je peux le dire, une longue conversation entre nous et elle m'a indiqué qu'elle pensait à l'époque écrire, après l'œuvre noire, écrire un roman, une histoire romancée de Campanella. Et je me demandais pourquoi.
Alors, j'ai compris après. Pourquoi? Parce que dans la dernière page de l'œuvre noire, elle dit que pour le procès de Zénon, le héros, libre penseur un petit peu de l'œuvre noire, elle s'est inspirée concrètement du procès de Campanella à la suite de la conjuration de Calabre. Bien. Mais elle n'était peut-être pas au courant de tous les travaux postérieurs qui ont montré qu'il fallait nuancer le jugement qu'on a eu à la fin du 19e sur un Campanella libre penseur. Donc, peut-être qu'elle s'est rendue compte que c'était pas le personnage exactement qu'elle avait vu au départ. En tout cas, cette idée était restée en moi et je me disais, si un jour j'ai le temps, j'aimerais savoir qui est Campanella. J'ai essayé de le dire dans ce livre. Voilà, Dieu merci qu'on vous a donné le temps. Merci. Mais vous n'avez pas été tenté de faire un roman, alors? Mais pourquoi? À quoi bon? À quoi bon? La vie de Campanella et son œuvre sont un roman à eux seuls. Alors, à quoi bon inventer? Tout est là. En effet, et si vos lecteurs vous font le plaisir de vous lire, ils pourront s'apercevoir en effet que le mystère Campanella est plein d'informations, mais aussi de rebondissements, autant qu'un roman. Et c'est un livre qu'on lit avec beaucoup d'intérêt, aussi parce que c'est une époque extrêmement intéressante. Fascinante. Voilà, très fascinante. Donc, Jean Delumeau, un grand merci d'être venu nous parler de ce personnage extraordinaire, hors du commun, Campanella. Le mystère Campanella est publié aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous.